Nous voici de retour au bar de l'économie. Florence Sueur au micro avec aujourd'hui à mes côtés Laurent Perrat pour Eurostar Engineering Plastique, Alexandre David pour Paycrom et Franz Humbert-Vière, le patron d'Ubecom. Alors Franz Humbert-Vière, j'aimerais tout de suite qu'on entre dans le vif du sujet en ce qui vous concerne, puisqu'aujourd'hui nos sujets du jour sont une nouvelle néobanque pour les pros, l'investissement en R&D et puis les polymères, et puis donc le sujet qui vous concerne, Franz Humbert-Vière, l'État qui cautionne les GAFAM et la protection du secret, parce que vous êtes signataire d'une lettre ouverte qui sort aujourd'hui sur... je suppose que tout est parti de la déclaration de notre ministre de la Santé sur le hub de la santé. Est-ce que c'est cette lettre, c'est ça qui a motivé cette lettre ? Et on va expliquer cette lettre, bien sûr, c'est pas à moi d'en parler, je vous préfère que vous en parliez directement. On a été lanceur d'alerte en novembre 2019 du lancement du Health Data Hub, qui, par le ministre de la Santé, a décidé de regrouper l'ensemble des données santé en Big Data sur le cloud de Microsoft. Et on a considéré que cette démarche-là était un petit peu compliquée à admettre pour deux raisons. D'abord parce que pour le coup, il n'y avait pas eu d'appel d'offres. Et deuxièmement, on ne comprenait pas pourquoi on allait donner cette substance de savoir, qui évidemment profite à l'académie, parce que c'est destiné à améliorer la recherche académique en médecine, aux Américains. Parce qu'il faut comprendre que tout ce que l'on met sur un système américain, dans le droit américain, ça appartient aux Américains. Vous n'avez plus la propriété intellectuelle de ce droit. Quand vous mettez une image sur Facebook, cette image appartient à Facebook, il en fait ce qu'il veut. Vous êtes quand même extrêmement soumis à cette démarche-là, mais le gratuit a un prix, et c'est en partie celui-là. Voilà. En fait, on fait tout gratuitement, mais on a un prix et tout le monde partage tout ce qu'on fait. Exactement. Donc, le Health Data Hub, ça a été une première démarche. On s'est réunis, plusieurs entrepreneurs du numérique, avec Pascal Gaïa, etc., pour se dire, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête à deux titres. D'abord, parce que systématiquement, l'État, sur les grands marchés, fait appel aux GAFAM, quasiment sans appel d'offres. Ça a été le cas également pour le PGE, initié par la BPI, pour pouvoir donc contrôler les prêts garantis d'État dans le cadre de Covid. Oui, donc c'est injuste le fait qu'il n'y ait pas d'appel d'offres, puisque sinon on est tous régulés par les appels d'offres. Alors ça c'est l'injustice financière, et puis après il y a l'injustice de l'ego, parce que techniquement, on est tous capables, en France aujourd'hui, on a des opérateurs, pour les plus gros, on a cité OVH tout à l'heure, qui prend feu malheureusement à Strasbourg, mais on a Jaguar Networks, on a Keops, on a Orange, on a des organisations aujourd'hui en France qui étaient tout à fait capables de supporter ça, et même l'État lui-même, les infrastructures des systèmes d'information de l'État pouvaient très bien prendre en charge le PGE sans aller le donner à Amazon, pas gratuitement, parce qu'en plus l'État paye pour cet hébergement. Alors c'est vrai qu'il y avait un défi technologique, et que la simplicité, c'est de s'orienter vers celui qui propose quelque chose qui est packagé, qui paraît pas cher et qui fonctionne déjà. Mais en fait, on avait ça aussi, sauf qu'on est des mauvais marketeurs en France. Les Américains, pour le coup, il faut leur reconnaître un certain génie dans cette démarche-là. Et pour l'ensemble des fonctionnaires en charge de Bercy et de BPI, qui est un des bras armés de l'investissement public de Bercy, bien sûr, qui est très autonome et très indépendant, le plus simple, c'est d'aller, on va aller faire ça chez nos copains du GAFAM. Et je n'hésite pas à dire c'est nos copains du GAFAM, parce que systématiquement, c'est le GAFAM qui bénéficie de ces marchés-là. C'est jamais les acteurs européens continentaux ou les acteurs français. Concrètement, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, puisque vous dites qu'on a tous les outils, en même temps, on a tous les outils, on a déjà des entreprises qui existent, vous dites qu'on est des mauvais marketeurs. Qu'est-ce qu'il faudrait que ces entreprises françaises, qui finalement savent aussi bien faire, fassent ? Alors il y a plusieurs choses à faire en même temps. Il y a déjà une réforme législative à faire. On parlait du code des marchés publics tout à l'heure. Dans ce code-là, associé à la loi de programmation des finances pour 2021, il aurait fallu par exemple interdire aux collectivités publiques d'investir plus de 50% de leur budget numérique sur des systèmes hors continentaux, c'est-à-dire qui ne soient pas français ou européens. Donc déjà, on peut se garantir que la manne financière, elle est réservée à 50% pour l'ensemble du marché. Et puis, le deuxième point, c'est essayer de corréler ces politiques d'investissement avec des politiques d'innovation qui sont sponsorisées auprès des institutions publiques. Et c'est leur dire, par définition, toutes les données qui représentent une sensibilité régalienne, la donnée d'état civil, la donnée sociale, la donnée financière, pour le coup, évidemment la donnée santé, qui sont des données régaliennes, donc qui doivent être protégées par l'État, ne peuvent pas, jamais,
il n'y a aucune condition, aucune dérogation possible, partir sur un système extra-territorial au continent européen. Ça doit être une règle fondamentale et on en appelle d'ailleurs, au travers de cette lettre, quelque part à créer une agence de la sécurité nationale sur le traitement des données, parce que ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que si un État est capable de collecter votre donnée, il est capable de savoir ce que vous faites, ce que vous consommez, ce que vous pensez. Et à partir du moment où l'ensemble de vos systèmes numériques s'appuient sur cet État qui collecte vos données, lorsque vous le sollicitez lui seul pour vous répondre, c'est le cas du GAFAM. Aujourd'hui, Google est associé au mot recherche même. C'est-à-dire, je t'ai googlé, ça veut dire que je t'ai fait une recherche. C'est-à-dire qu'on a fait des analogies de ce type-là qui sont complètement ancrées dans notre modèle de pensée et qui fait qu'on consomme systématiquement américain. Et ça, il faut l'arrêter parce qu'aujourd'hui, Google, c'est avant tout le monde ce que vous êtes en train de faire et ce que vous voulez faire demain. La conséquence de ça, c'est que l'ensemble du schéma publicitaire qui va alimenter les réseaux sociaux et l'ensemble des flux de contenu sur Netflix, etc., vont pouvoir prédire vos intentions intellectuelles et vos intentions de désir, et donc altérer votre libre arbitre sur la consommation de demain. Et du coup, altérer aussi le message politique, altérer aussi le message social, altérer aussi le message de l'histoire. Donc, in fine, l'État perd sa souveraineté politique lorsqu'il délègue la totalité de son information régalienne à un tiers, parce que ce tiers a une faculté d'altérer votre modèle de pensée en choisissant les éléments de réponse que vous allez pouvoir reconnaître et connaître lorsque vous allez faire des requêtes de recherche. Et donc, Franz Imbervia, vous dites que finalement, il y a toute une formation au niveau administratif, au niveau des agents de l'État également, en plus que les entreprises doivent mieux marketer, les agents de l'État doivent aussi en prendre conscience. Oui, alors les agents de l'État, l'État a besoin de digitaliser ses services au maximum. D'abord parce qu'il a besoin d'avoir moins d'agents territoriaux et donc il faut diminuer la masse salariale et la numérisation des services, comme par exemple le service des cartes grises qui existe déjà depuis quelques années, en est un parfait exemple. Pour ça, il faut rattraper ce qu'on appelle une dette technique d'infrastructure. C'est-à-dire que l'État s'appuie sur des systèmes technologiques qui, dans certains cas, ont 20 ans. Et donc, ils ont une vulnérabilité cyber qui est absolument phénoménale. Et puis, ils n'ont aucune agilité. On imagine bien que ça a été développé dans des moules très rigides et qu'il n'y a aucune souplesse dans ces systèmes de données. Pour pouvoir transformer ça, il faut du temps. On peut aller vite, hein. Et pour aller vite, il faut des gens très compétents. Et les gens très compétents, ce sont des gens pragmatiques. Et le pragmatisme, c'est un mot qui n'existe pas dans le modèle de l'administration. Donc, du coup, ça ne peut pas coller. Ça peut exister dans une fintech, ça peut exister chez un industriel. D'ailleurs, ce ne sont que des gens pragmatiques, les industriels. Mais dans l'administration, le pragmatisme, c'est un danger. Parce qu'on va vers un aléa qu'on ne va pas savoir maîtriser. Et puis, on va trop vite, on ne sait pas où on va. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. Il y a trop d'imprévus, en fait. Exactement. C'est un petit peu comme ces 100 milliards de l'Europe qui est destinés au monde du numérique, qui devraient être gérés par l'État. Nous, on dit surtout pas. Ça doit être géré par des fundraising et des investisseurs privés qui ont la capacité de pouvoir détecter la niche numérique et qui vont demain devenir des grosses licornes. Mais c'est surtout pas à l'État de faire ça. L'État n'y connaît rien en numérique. La moyenne d'âge des fonctionnaires décideurs de l'État est supérieure à 50 ans. Ce sont des gens, je suis désolé pour eux, qui en grande partie ont complètement loupé le virage du numérique. Et ce sont aussi ceux, en grande partie, qui sont à la genèse de la dette technique européenne et évidemment française au niveau du numérique. Et en plus, ils sont à des postes clés, tous ces gens-là. Ils sont à des postes clés, ils décident. Alors, ils sont ignorants de la démarche, hein, et puis ils sont aussi dans un déni maintenant, hein, parce que sinon, si on se remet en cause à 55 ans, c'est un grand moment de souffrance personnelle. Donc on va éviter de vivre ça. Mais rappelez-vous qu'en 98, 99, 2000, il y a eu l'éclatement de ce qu'on appelle la bulle Internet. Il y a eu une espèce de spéculation financière qui a été mise sur les boîtes numériques en France et en Europe, et puis tout d'un coup, paf, ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé sous une impulsion qui est issue de la loi Clinton de 96. C'était un peu volontaire des Américains. Et les Européens ont dit, ouais, ok, d'accord, on a perdu beaucoup trop d'argent, on va abandonner d'investir dans le numérique, les Américains sont beaucoup trop forts, on leur laisse la part du gâteau. Sans mesurer une seule seconde que le monde, en 2000, l'iPhone n'existait pas encore, hein, mais le monde en 2000 prenait la dynamique d'une révolution anthropologique majeure, la 4e, hein, qui consiste à digitaliser l'ensemble des services et du cerveau humain. Voilà, et on voit bien maintenant, nos enfants sont un téléphone greffé dans la main, en fait, on ne fait plus rien sans smartphone. Voilà, 20 ans après, ils ont effectivement le monde dans la poche avec leur smartphone, ils ont accès à tout, ils peuvent parler un japonais sans jamais parler le japonais, c'est formidable. Mais implicitement, on a aussi un État qui est complètement dilué de sa substance régalienne, de son savoir académique, scientifique, militaire également, et puis je ne parle pas du renseignement économique, qui est un autre sujet de prédilection, qui déshabille petit à petit nos ressources et nos capacités.
Mais alors c'est vrai que c'était un des axes du discours d'Emmanuel Macron lorsqu'il s'est présenté à la présidence, qu'on l'a peut-être un peu perdu ce discours. Est-ce que vous pensez que finalement la France a les moyens de le faire, ou est-ce que c'est pas plutôt au niveau européen que ça doit se jouer tout ça? Alors, au niveau européen, bonne nouvelle, on a eu un gagnant, c'est Thierry Breton, ancien patron d'Atos, qui connaît très bien les enjeux du numérique. Et Thierry Breton reconnaît que impliquer un processus d'éducation et de sensibilisation sur le numérique auprès des députés européens à traduire dans 26 langues, c'est compliqué, ça prend du temps. Et le problème du numérique, c'est qu'il n'y a pas de temps. On a une révolution technologique à peu près tous les 6 mois maintenant. C'était 18 mois il y a 2 ans. Maintenant, c'est tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il y a une innovation majeure en numérique qui se produit. Et nous, je dis l'Europe, en fait, et son gruyère administratif, met à peu près 3 ans, 4 ans à prendre une impulsion décisionnelle qui est basée sur une connaissance qui a déjà 4 ans ou 5 ans ou 6 ans. Donc on le voit bien, ça se joue même dans la santé, puisqu'on n'a pas été fichu. On a 3 mois de retard dans la commande des vaccins, que ce soit pour la France ou pour l'Europe. Voilà, donc, pour un petit problème d'informatique. Donc comme quoi tout est possible. Et comme je le disais tout à l'heure, si on envoie encore des Tesla dans l'espace en 2021, il y a encore des fondamentaux numériques que les États ne savent pas faire. Et en tous les cas, l'Europe, pour le coup, ne sait pas faire. L'Europe n'a aucune souveraineté, ni applicative, ni des semi-conducteurs. Je pense par exemple à actuellement Philippe Noton, le patron de Seapearl, qui a eu le génie il y a 2 ans d'aller débaucher les 20 ingénieurs R&D allemands de Intel quand Intel a décidé de fermer son usine en Allemagne. Et donc il a la substance intellectuelle aujourd'hui dans son entreprise pour pouvoir créer le futur microprocesseur européen. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe ne sait pas fabriquer un microprocesseur. C'est un très bon exemple, cette entreprise. Est-ce que vous croyez que Seapearl va pouvoir trouver des fonds français ou européens? Alors, les Français lui promettent des fonds, entre autres la BPI, mais ne les donnent pas. Et donc, quelque part, ils le laissent mourir doucement pour permettre à un Gemalto, à un Thales, à un Safran de rester avec ses semi-conducteurs leaders sur la position, parce que Seapearl, c'est un disrupteur en fait. Et un disrupteur, ça fait paniquer tout le monde. Mais sauf que c'est lui qui a raison, parce que il va nous permettre demain même d'assurer la continuité de la chaîne de la protection du système de défense nucléaire de la France, parce qu'on aura notre propre microprocesseur. Aujourd'hui, on dépend des Chinois, de Foxconn, et on dépend des Américains au niveau de la cartographie des propriétés intellectuelles. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que pour maintenir des entreprises qui sont des fleurons français, on étouffe des petits disrupteurs. On étouffe des petits disrupteurs brillants, qui sont des futures licornes, mais qui peuvent gêner à certaines entournures. Et du coup, il n'y a pas de risque industriel qui est pris et qui est partagé au niveau de l'ensemble des organes d'investissement public vis-à-vis de lui. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Seapearl? C'est qu'au bout d'un moment, parce que là, ces gars, il est en train de les payer, mais ils ne vendent toujours pas son produit. Donc, il est en train de creuser aujourd'hui son déficit. Il est en train de manger son capital. Alors, il a levé un petit peu de fonds à droite et à gauche, mais le but du jeu, c'est d'avoir un fonds régalien, parce qu'un fonds régalien, ça va lui garantir des marchés, et donc ça va faire venir d'autres investisseurs. Et lui, ce qu'il dit, c'est que je veux rester souverain. Je veux que ce soit de l'argent européen, je veux que ce soit de l'argent français, allemand, hollandais, pourquoi pas, italien, espagnol. Il n'y a pas de problème. Et il veut pas que ce soit les Américains. Mais les Américains sont à la porte et qui disent, dis donc toi, j'aime beaucoup ton produit. Et des Elon Musk, des Google et des Microsoft ou des HP, demain, ils mettent 50, 100 millions tout de suite sur la table. Il n'en a besoin que de 120, je crois, ou de 150. C'est rien. Hein. On a bien vu aussi que Quant n'arrive pas à trouver des partenaires financiers pour se développer beaucoup plus. Est-ce que vous pensez que là, il y a un espoir, ou est-ce qu'ils ont également été complètement laissés tomber? Le jour où il y aura une loi votée par les députés qui dira il est interdit pour une administration publique d'investir plus de 50% dans le GAFAM, Quant aura sa chance. Alors ça, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'en Suisse, la protection finalement de la donnée est inscrite dans la Constitution. Expliquez-nous un peu, parce que vous avez un pied, vous, au Luxembourg, en France et en Suisse, donc vous êtes bien au courant de tout ça, France Humbert-Vière. On est en Suisse pour des raisons pas du tout fiscales, contrairement à ce que tout le monde peut laisser entendre sur l'image de ce petit voisin très particulier au regard de la finance. Non, pas du tout. On est en Suisse parce que notre métier, c'est de protéger le secret des avoirs techniques, stratégiques et informationnels d'une entreprise. Et pour pouvoir faire ça, on a besoin de chiffrer. Et la Suisse est une démocratie directe, et il n'y en a plus que 3 dans le monde. Il y a la Finlande, la Suisse et l'Islande. Après, il y a des démocraties semi-directes comme le Danemark, par exemple, la Norvège ou la Suède. Et puis les autres, c'est des démocraties tout court, qui mécaniquement, selon Rousseau, pourraient être maintenant ne plus être appelées des démocraties. Mais pour en revenir à la Suisse, pour protéger une information, on peut le faire techniquement avec ce qu'on appelle des limites de facteurs rompues aux mathématiques. C'est-à-dire que
En gros, en France, si vous voulez chiffrer une information, si vous voulez la protéger, la rendre illisible auprès d'un tiers, vous avez le droit de mettre 3 verrous sur votre document, Word par exemple. Et ensuite, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, tant que les mathématiques le permettent. Et la deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de déclarer le nombre de verrous que vous mettez sur votre document, alors qu'en France, au-delà de 3 verrous, il faut le déclarer. Puis au-delà de 5, c'est réservé qu'aux militaires, et au-delà de 7, c'est interdit. Si vous êtes en Chine et que vous êtes français, vous n'avez pas le droit de chiffrer du tout, par exemple. Donc, la cybersécurité, c'est d'abord c'est la protection de la donnée. Hein, c'est pas la protection des infrastructures. Ça, c'est la sécurité informatique. Nous, on fait de la cybersécurité, protection de la donnée. Et la donnée se protège d'abord selon le cadre politique, c'est-à-dire selon le territoire où on est et selon la nationalité de celui qui détient l'information. Donc, un Français en Chine ne peut pas chiffrer, mais un Chinois en Chine peut chiffrer à certaines limites. Un Français en France peut chiffrer, un Suisse en France peut chiffrer, mais toujours à certaines limites. Mais un Français en Suisse peut chiffrer comme il veut. Et nous, on a dû, pour pouvoir protéger nos clients face à la menace étatique ou la menace cybermafieuse, qui ont des outils de déchiffrement très puissants et des outils d'interception et de compromission de l'information numérique très forts. Oui, vous avez dit tout à l'heure l'investissement des mafieux dans la recherche et développement pour justement... vous avez dit plus de 2 milliards... En 2017, oui. Ça, c'était en 2017. Et juste avant les élections européennes, il y avait les Russes avaient investi plus d'1 milliard en R&D sur les bots pour pouvoir alimenter les réseaux sociaux et influencer la montée des extrémismes, pour pouvoir modifier le panel et la décision de l'électorat européen sur les élections présidentielles, sur les élections européennes, pardon. Donc effectivement, il y a un pouvoir d'influence qui est très très fort grâce à ces outils-là. Donc on est en Suisse à cause de ça. La Suisse, il y a une histoire qui est liée aux gardes suisses où les gardes du canton du Valais prêtaient serment au souverain pontife de ne jamais révéler les secrets du pontificat à qui que ce soit, y compris à la République du Valais. Et quand le Valais s'est rattaché au traité de Berne, qui fait aujourd'hui la Confédération helvétique, eh bien on a intégré cette loi où la détention d'un secret est inaliénable à son détenteur. Et alors c'est pas lié au numérique parce qu'en 1854 il n'y avait pas de numérique, mais ça s'apporte à tout citoyen, oui. Alors revenons un petit peu donc on a bien compris pourquoi c'était intéressant d'être en Suisse grâce à justement cette sécurité et au nombre de verrous qui ne sont pas quantifiés. Finalement, on peut faire ce qu'on veut en Suisse et c'est pour ça donc que vous avez presque évidemment que vous êtes installé là-bas. Par contre, parlons maintenant pour les entreprises, parlons un petit peu de la protection du secret justement comme vous dites. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut alerter encore les entreprises et qu'on ne protège pas assez ces données? Alors, on a deux problèmes. C'est qu'en France, on a une géopolitique, on a une histoire géopolitique qui nous amène à penser qu'on vit dans le monde des bisounours et que tous nos alliés sont des copains. Et en revanche, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas parce que l'ensemble de l'économie mondiale est régi par le système numérique et le système numérique est porté pour le monde occidental que par les Américains. D'ailleurs, Renault vient d'investir dans l'intelligence artificielle de Google. Ils ont mis 4 milliards. Oui, ils ont mis 4 milliards. Le montant du prêt du PGE d'ailleurs, qui leur ont été accordés en 2020 dans le cadre du Covid, effectivement, ils l'ont mis dans le système de gestion de l'industrialisation de leurs usines. Ce qu'on peut comprendre, hein, l'outil Google est pas mal, mais c'est dommage, il y avait d'autres boîtes en Europe qui avaient reçu le prix 2020 de l'innovation européenne en intelligence artificielle, qui étaient donc supérieurs en termes de performance à Google. Mais Google, encore une fois, arrive avec une solution marketée. Ils arrivent avec une force de vente, avec une masse de consultants absolument phénoménaux qui font un avant-vente qui est quasiment gratuit, qui rassure énormément. Et puis c'est Google. Quel risque je prends, moi, dans mon chef de département, à aller sur le leader mondial pour pouvoir porter demain l'industrie de ma marque. Et puis surtout, ça me coûte bien moins cher. Pas forcément, mais non, ça c'est l'erreur. Ça, parce qu'en fait, il y a un piège. Hein. Les Américains, c'est les plus grands trafiquants de drogue. Hein. La première dose, elle est toujours gratuite avec eux. Donc, ils vous donnent un échantillon, vous y goûtez, vous centralisez la totalité de vos systèmes de production autour de ce petit test échantillonné, et puis à un moment donné, vous dites, du bout, je peux plus m'en passer, donc j'achète et je paye. C'est ce qui se passe avec l'éducation nationale et Microsoft. Microsoft dit, pendant la première année, je vous offre les licences. Payez le déploiement, je vous offre les licences. L'éducation nationale se dit, je gagne une année de licence, donc je vais prendre Microsoft. Et ça fonctionne tout le temps comme ça. Donc c'est le gros danger des Américains. Alors, ce qui concerne la protection du secret, comme les Américains vendent la technologie qui porte l'ensemble de nos échanges et de nos communications, et bien du coup, toutes nos stratégies industrielles, de marché public, de marché étatique, toute l'innovation, toute la R&D, la recherche académique, etc., elle est sur Google. Quasiment. Google, Amazon ou Microsoft, ça revient exactement au même sur le plan du droit. Mais c'est pas chez nous.
Et du coup, les Américains, ils n'ont même pas à venir chercher l'information, on la leur donne. Et en plus, on les paye pour ça. C'est phénoménal. C'est absolument magique comme recette. Et là, eh ben, ils peuvent regarder. Alors lui, il est en train de fabriquer ça, c'est pas mal. Il répond à cet appel d'offres. Ah, il répond bien, on va répondre mieux que lui. Et comme ça, à la première sollicitation et à la première réponse, le marché américain a plus de chances de gagner parce qu'il sait déjà ce que son concurrent va proposer. Donc il va pouvoir en amont anticiper et proposer quelque chose de meilleur. Ça, c'est l'intelligence économique. Et pour le coup, notre premier ennemi sur ce marché-là, c'est les Américains, clairement. Le deuxième, ça peut être les Chinois. Le troisième, c'est un peu les Russes, mais les Russes exportent très peu. Donc l'Américain, il est notre allié parce qu'on consomme et on vit avec lui tous les jours et on l'a dans la poche en permanence jusqu'à sa tête de lit le soir pour s'endormir. C'est juste assez saisissant. À quel point il a imprégné nos vies numériques et nos vies sociales. Et en même temps, il nous aspire la substance de notre savoir et de notre pertinence industrielle petit à petit grâce à sa faculté d'espionnage industriel qui est évidemment à échelle mondiale. Alors, donc là, vous venez de parler de la fuite de données, de l'espionnage industriel. Quel retour sur investissement? Comment est-ce qu'on peut mieux alerter les entreprises françaises? Et peut-être en leur parlant du retour sur investissement? Avec l'arrivée de la Covid, on s'est tous rendu compte que s'il n'y avait pas eu Zoom, les entreprises n'auraient pas pu continuer pour le secteur du service à promouvoir et à assurer leur service et la continuité des opérations. Donc on se réalise tout d'un coup, tiens, s'il y a encore un outil américain qui nous permet de le faire. Alors qu'il y a des outils français qui permettent de le faire, comme Tixeo par exemple, une petite start-up qui n'en est plus une d'ailleurs, certifiée par l'ANSSI, produits français, capitaux français, propriété intellectuelle française, qui marche super bien, et alors qui est payant. Évidemment, tout a un prix, c'est la qualité a un prix, et personne ne s'inquiète de savoir que sur Zoom, si c'est gratuit, il n'y a pas une contrepartie. La contrepartie, c'est que l'information que vous échangez sur Zoom, je me donne le droit d'en prendre connaissance et d'en faire ce que je veux. C'est ça la contrepartie. Donc forcément, elle est très dangereuse. Et il y a des absurdités absolument phénoménales. Je vois des administrations publiques qui vont échanger des informations classifiées confidentielles défense encore sur des systèmes américains libres, parce qu'ils disent on n'a pas les moyens financiers pour avoir des licences. La direction centrale de la police judiciaire échange sur une licence Zoom gratuite, parce qu'ils n'ont pas les budgets pour acheter une licence Tixeo, alors qu'ils font de la lutte contre le banditisme, le trafic de drogue, le trafic d'armes, etc. Et les cybermafieux, ils sont super contents, parce que du coup, ils ont toute la stratégie des enquêtes de la DCPJ. S'ils veulent y aller, ils peuvent y aller. C'est ça l'enjeu. Donc la problématique de cette fuite de données et de cette sensibilisation qu'on peut avoir aux entreprises, c'est les chambres de commerce qu'il faut éduquer. Mais c'est à nous, entrepreneurs, d'aller les voir pour leur faire passer le message, parce qu'on est quand même bien affûtés sur ce sujet-là. C'est évidemment aux députés à voter des lois qui imposent l'investissement européen et l'investissement national en numérique sur des solutions. Et en fonction de la nature de la donnée qu'on va partager, on ne peut pas utiliser une solution qui ne soit pas française ou européenne. Ça, c'est déterminant. Mais il faut légiférer. Et pour le moment, c'est vrai que, sans prendre de parti pris politique, le gouvernement d'Emmanuel Macron, depuis 2017, n'a jamais autant d'acheté de solutions GAFAM que depuis l'arrivée et l'avènement du numérique en Europe. Donc c'est vraiment pour nous le premier consommateur. Il y a encore Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, qui disait il y a quelques 15 jours sur France Inter, dans le 13-14, non mais on peut comprendre que les gens achètent les solutions américaines, ce sont les meilleures du moment. Et on ne peut pas entendre ça de la secrétaire d'État. Donc on a déjà un gros problème au niveau de la parole politique et du gouvernement qui doit changer du tout au tout et qui doit avoir une politique où systématiquement il doit démonter l'offre américaine pour promouvoir systématiquement l'homme française. Et parfois, elle n'est pas forcément meilleure, mais on ne pourra pas l'améliorer si on n'investit pas dedans. Donc il faut faire cette étape de confiance au départ. Et croyez-moi, il y a des pépites absolument incroyables qui sont tenues par des boîtes de 4, 5, 10 ingénieurs qui portent la boîte à bout de bras. De temps en temps, ils arrivent à avoir des fonds d'investissement qui leur permettent de survivre, mais qui sont brillantissimes, pragmatiques, ça marche, c'est efficace. Et ça, c'est hyper frustrant. Et ça, c'est vrai parce qu'on leur fait place, nous, au bar de l'économie, depuis 4 ans maintenant. Donc, on en connaît quand même un certain nombre de sociétés françaises qui sont formidables. D'ailleurs, à vos côtés aujourd'hui, vous en avez 2, France Invervière.